questions? Ah non, non, mais c'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que les derniers peuvent prendre place, s'il vous plaît? Il y a des places devant, pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir répondu nombreux, alors que nous sommes en semaine, il fait déjà nuit et froid dehors à cette invitation. Nous commençons aujourd'hui un cycle de conférences qui auront lieu au cours des mois qui arrivent, autour de différentes thématiques, en ayant le plaisir à chaque fois d'avoir différents intervenants qui sont des élus ou des cadres du Front National, qui sont, on va dire, les référents ou les spécialistes des sujets en question. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Le Breton, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, qui est professeur à l'Université du Havre, professeur en droit public, et qui est également député européen au sein du groupe ENL, qui est aujourd'hui présidé par Marine Le Pen. Il est venu nous parler de l'Union européenne, qui est sa spécialité, on va dire, et en particulier de la politique d'immigration de l'Union européenne, mais aussi plus largement. Nous avons choisi ce sujet pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, le Front National, évidemment, est le fer de lance, une forme de lanceur d'alerte depuis des années déjà autour de la question de l'immigration, que nous avons de très nombreuses propositions crédibles, budgétées sur la question de l'immigration, qui sont d'ailleurs largement reprises par une grande partie du spectre, comment dire, des partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche aujourd'hui. Mais nous sommes obligés de dire aux Français que nous ne pourrons pas mettre en œuvre cette politique, cette nouvelle politique d'immigration, si nous ne traitons pas en parallèle la question de l'Union européenne, car il y a aujourd'hui une véritable corrélation, pour ne pas dire une véritable soumission de la politique française d'immigration à la politique de Bruxelles. J'en veux pour preuve un seul exemple, qui est d'actualité, qui est celui du droit d'asile, que nous souhaitons réformer en profondeur pour éviter qu'il devienne cette nouvelle filière d'immigration clandestine bis, comme c'est tristement le cas aujourd'hui, puisque ce droit d'asile est dévoyé. Et bien ce droit d'asile appliqué en France aujourd'hui est issu d'une réforme qui a été amorcée à la demande de l'Union européenne, puisqu'elle est la traduction dans le droit français de 3 directives européennes qui avaient vocation à uniformiser le droit d'asile sur l'ensemble des États membres, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, avec évidemment une politique particulièrement à vocation immigrationniste et particulièrement laxiste en la matière, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que l'Union européenne, en réponse à ce torrent migratoire qui aujourd'hui déferle sur la France, nous explique que la seule solution, c'est qu'il y ait encore plus d'Union européenne. C'est un peu le même raisonnement que pour l'URSS. À l'époque, l'URSS, on disait oui, mais si le communisme n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Eh bien, avec l'Union européenne, c'est exactement la même chose. On nous dit s'il n'y a pas assez aujourd'hui, si l'Union européenne ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Et donc, pour traiter cette question migratoire comme les autres d'ailleurs, pour lutter contre, se dresser face à cette crise, eh bien, il faut davantage d'intégration politique, il faut renforcer Frontex, il faut renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine au niveau européen. Mais il n'y a qu'un malheur, et on oublie de vous le dire, et là, Gilles, je vais laisser Gilles développer, c'est qu'en réalité, l'idéologie de cette Union européenne, de ce régime politique, est profondément immigrationniste. Profondément en faveur d'une immigration massive et continue, et nous avons à ce titre
pour preuve les très nombreuses déclarations qui ont été faites par notamment le président de la Commission, le président du Parlement ou un certain nombre de commissaires européens qui ne sont absolument pas cachés de cette volonté. Donc il n'y a pas de raison que nous trouvions au sein de l'Union européenne, et en particulier au sein de ses responsables et de ses dirigeants, des solutions qui soient efficaces pour lutter précisément contre cette nouvelle crise migratoire, qui en réalité n'est pas une crise, c'est une crise, on va dire sémantiquement parlant, à vocation à être éphémère. Or, aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène durable et qui malheureusement est structurel et qui aura vocation à s'amplifier et à s'aggraver si nous ne prenons pas au niveau européen, au niveau français, les mesures qui sont. Voilà à titre d'introduction, et je laisse maintenant évidemment le soin à Gilles de développer tout cela. Et à l'issue de cette conférence, si vous avez des questions autour de ces sujets, immigration, Europe, pas forcément d'ailleurs autour de la question de l'Union européenne sur l'immigration, mais peut-être plus largement sur le fonctionnement de cette institution, les politiques qui y sont menées, eh bien nous nous en remettrons volontiers à vos questions. Merci. Merci Marion pour cette introduction et également pour m'avoir invité ce soir. C'est toujours avec un plaisir que je reviens dans le Vaucluse. J'y étais il y a une dizaine de jours, voilà, pour la fameuse rencontre des jeunes avec Marine au château du Barou, qui a été un très grand succès. Et donc, je reviens aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir. Alors moi, je suis un député européen de l'Ouest, c'est-à-dire que je suis député de 13 départements qui couvrent 2 régions et demie, la Bretagne, Pays de Loire et ce qui était anciennement Poitou-Charentes, qui est maintenant absorbé dans l'Aquitaine. Donc c'est une situation assez paradoxale que la mienne, puisque j'ai une circonscription énorme que je laboure donc avec plaisir chaque week-end. Et je me suis aperçu qu'il ne fallait pas s'en contenter, qu'il faut aussi en sortir, parce que je crois qu'il est très important qu'on aille nous informer partout en France de ce qui se passe dans l'Union européenne. Alors bien sûr, on est 24 députés européens, on a de la chance, on est plus nombreux qu'à l'Assemblée nationale française, mais néanmoins, on a chacun notre spécialité. Et il se trouve que moi, étant professeur de droit, on m'a affecté dans 2 commissions qui s'avèrent passionnantes. L'une, c'est la commission des affaires juridiques, et à ce titre, je suis saisi de choses passionnantes comme le traité TAFTA, le fameux traité de libre-échange avec les États-Unis, donc qui n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais vous en avez tous entendu parler, donc ça va beaucoup occuper. Et sachez simplement une information, qu'on fait beaucoup de travail, souvent dans l'ombre, parce que quand on a des victoires, la presse n'en parle jamais. Et sachez qu'au sein de la commission juridique, quand on a voté pour savoir si on était pour ou contre le TAFTA, on a réussi à faire voter contre à une voix de majorité. Donc les 2 députés Front National, moi et Marie-Christine Boutonnet, qui siégeons là-dedans, nous avons eu un rôle décisif. Alors, pas tout seul, bien sûr, il y a d'autres groupes comme les Verts qui se sont joints à nous de façon occasionnelle pour repousser ce traité. Mais vous voyez, on a vraiment, il ne faut pas croire qu'on est toujours perdant. À force d'avoir les arguments et puis d'avoir l'opinion publique qui est derrière nous, on arrive parfois à avoir des petites victoires. Alors sinon au sein du Parlement tout entier, du moins à l'intérieur d'une commission. Et un vote négatif dans une commission, ça retarde le processus. Et à force de retarder, finalement, j'ai l'impression que le TAFTA, il aura du mal à émerger un jour. Et puis la deuxième commission, c'est la commission des libertés. Et celle-là, elle paraissait moins séduisante au premier abord. Il s'y était pas passé forcément grand-chose lors du mandat précédent. Je n'étais pas encore élu. Et là, eh bien, c'est une commission qui est en première ligne maintenant parce qu'elle s'occupe de l'immigration. Et en définitive, alors que ma vocation était prioritairement d'aller dans la commission des affaires juridiques, et bien de plus en plus, je préfère aller dans la commission des libertés quand j'ai le choix, parce que l'immigration, c'est évidemment un enjeu qui est majeur. Alors nous, au Front National, on le sait depuis longtemps que c'est un enjeu majeur, mais il est évident que depuis 1 an, avec la vague migratoire que nous avons connue, il est clair que tout le monde s'en aperçoit, et donc il faut lutter là où on peut être le plus utile. Marion a dit très justement que l'Union européenne est immigrationniste, et ça va être mon fil conducteur. Je ne vais pas me contenter de vous présenter les textes européens, anciens mais aussi récents, sur la question. Je vais essayer de vous les mettre en perspective pour vous montrer qu'il y a une volonté délibérée d'organiser ce que j'appelle une politique de peuplement.
c'est-à-dire de faire venir volontairement des millions, je pèse les mots, des millions d'immigrés en Europe. Voilà. Et malheureusement, je crois que je vous convaincrai parce que j'ai quand même pas mal de biscuits dans ma valise. Alors tout d'abord, dès le début, l'Union européenne a eu cette tentation-là. Ne croyez pas qu'au départ, il y aurait eu une belle Europe qui se serait dévoyée en cours de route. Non. Dès le début, il y avait ce projet, finalement, de noyer les nations dans une politique mondialiste. J'aimerais vous en donner deux exemples en évoquant très brièvement deux des pères fondateurs de cette Union européenne. Le premier, c'est un Français, c'est Jean Monnet. Alors Jean Monnet, c'est un personnage considérable, hein. Il a sa statue à l'intérieur du Parlement européen, il a donné son nom à des places, à des rues un peu partout. Dans ma propre université, une des salles principales s'appelle Salle Jean Monnet. J'ai obtenu un référendum d'ailleurs pour tenter de faire débaptiser la salle. Ma manif pour faire le référendum ne touche pas. Et je l'ai perdu, je dois vous dire. Donc j'avais minimisé l'influence de cette propagande européenne. Alors, Jean Monnet, qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il avait 3 points qui constituaient son programme. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 3 points constituent toujours l'axe central de la politique de l'Union européenne aujourd'hui. Premier point, il voulait la disparition des États-nations européens. Il le disait carrément. Lui, il estime qu'il a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, il estime que ce sont les États-nations européens qui sont fautifs, de façon collective, et donc il avait imaginé de les remplacer par une organisation internationale qui deviendra l'Union européenne. Deuxième point, le libre-échange. C'est un partisan du libre-échange. Il croit qu'avec le libre-échange, la prospérité économique va advenir et le bonheur des hommes. Et ce libre-échangisme, nous l'avons toujours à l'œuvre, puisque à l'heure où je vous parle, l'Union européenne ne cesse de passer des traités de libre-échange, non seulement avec les États-Unis, non seulement avec le Canada, mais avec l'ensemble des pays du monde. J'ai vu passer un projet récemment dans lequel on a mis en place des négociations pour faire un traité de libre-échange avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Il y en a un autre qui est déjà beaucoup plus avancé, avec Singapour, etc. Donc vous voyez, on veut le libre-échange vraiment mondialisé, c'est typiquement du libre. Et puis, son troisième axe, c'est l'atlantisme. L'atlantisme, c'est-à-dire que c'est un homme qui était en fait, on le sait maintenant, l'agent des États-Unis, et il estime qu'il n'y a pas de salut sans être un partenaire fidèle, presque servile de mon point de vue, des États-Unis. Et de ce point de vue, ça éclaire de façon très singulière le TAFTA. Si l'Union européenne veut absolument à ce point, parce que la Commission de Bruxelles n'y a pas encore renoncé, veut absolument ce TAFTA malgré son impopularité, c'est parce que c'est dans le droit fil aussi de cet atlantisme de Jean Monnet. Alors Jean Monnet, c'était un banquier, il ne faut jamais l'oublier, il a commencé comme négociant de cognac, et ça c'est plutôt sympathique pour un Français, il faut bien le dire, parce que le cognac est dans ma circonscription, et à chaque fois que j'y vais, d'ailleurs on m'offre des bouteilles de cognac, je vous signale, c'est plus la peine de m'en offrir, je crois que je vais pouvoir en boire jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça c'est sympathique, mais ce qui est beaucoup moins sympathique, c'est qu'il a fondé, voilà, tout un Châteauneuf du Pape, il a fondé en 1929 la Banque América à San Francisco. Et là, vous avez, par son action, la récapitulation des 3 axes que j'ai mentionnés, c'est-à-dire disparition des États-nations européens. Vous voyez que lui-même a montré l'exemple, en quelque sorte, en allant travailler ailleurs qu'en Europe. Le libre-échange, eh bien, en fondant une banque, naturellement, il veut promouvoir ce libre-échange. Et l'atlantisme, et vous voyez que ce n'est pas l'effet du hasard s'il fonde sa banque, précisément, à San Francisco. Par la suite, ce qui est beaucoup plus grave pour nous, en tant qu'homme politique, il a été à l'origine directe des premiers traités qui sont à l'origine de l'Union européenne. Alors il y en a eu 3, 2 succès et heureusement un échec. Dans l'ordre chronologique, c'est d'abord la communauté économique du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951. Et vous avez déjà une organisation très autoritaire qui est prévue là-dedans, puisque l'organe central s'appelle la Haute Autorité, et c'est ce qui va préfigurer la Commission de Bruxelles. Donc dès 1951, il a son idée d'une organisation supranationale, pas simplement d'une entente entre nations. Vous voyez, déjà, il a ce projet fédéral. 3 ans plus tard, c'est la communauté de défense, communauté européenne de défense, la CED en 1954, mais là, ça va coincer. La France va s'y opposer, heureusement. Il s'agissait de mettre en place une armée européenne, donc là, le projet fédéraliste était patent.
Et puis, et c'est son grand succès malheureusement pour nous, en 1957, la Communauté économique européenne, qui est son grand œuvre et qui est à l'origine directe de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Et sa philosophie, il l'a résumé lui-même par cette phrase: nous ne coalisons pas des États, nous rassemblons des hommes. Donc vous voyez, tout est dit, il ne veut plus d'État-nation, il a ce rêve fou d'essayer d'arracher les hommes à leur appartenance nationale en les plaçant directement sous l'égide d'une organisation supranationale. Le deuxième père fondateur, parce que Monet est considéré de droite, donc je vous donne un deuxième considéré comme étant de gauche, c'est Altiero Spinelli. Lui, c'est un Italien qui était communiste et qui a été commissaire européen, donc à Bruxelles, entre 1970 et 1976. Et c'est un homme dont on a pratiquement jamais entendu parler en France, mais qui est presque aussi important que Jean Monnet. Il a une génération de moins, c'est lui qui est en quelque sorte le continuateur de Monnet. Alors c'est un fédéraliste, il a expliqué son projet de fédération européenne dans un plan qui porte son nom, le plan Spinelli de 1984, qui dans un premier temps a échoué, mais qui dans un second temps a inspiré, quelques années plus tard, l'Union européenne. Et cette expression d'Union européenne, d'ailleurs, il l'utilisait déjà. Alors très concrètement, il a inspiré directement l'Acte unique européen de 1986, dont je vous parlerai dans un instant, et le traité de Maastricht de 1992, qui institue la monnaie unique. Il a joué un grand rôle à l'origine de ces traités-là. Alors, sa pensée venait de loin, puisque en 1941, il avait publié un manifeste de Ventotène, et dans ce manifeste de Ventotène, il décrivait déjà ce qu'il voulait, dès 1941. C'est-à-dire 43 ans avant le fameux plan Spinelli, qui est à l'origine directe de notre Union. Qu'est-ce qu'il disait dans ce manifeste? Eh bien, il disait deux choses. La première chose, même chose que Monnet, hein, ils sont obnubilés par ça, les États-nations européens sont à l'origine des guerres mondiales, il faut donc les remplacer par autre chose. Et deuxième point, les remplacer par quoi? Eh bien, par, disait-il, un État international solide. Alors, dans son esprit, il y avait un plan d'action à mener en deux temps. Dans un premier temps, il fallait bâtir, disait-il, des États-Unis d'Europe. Et cette expression, on la trouve encore utilisée de nos jours par les europhiles, les États-Unis d'Europe. Et dans un deuxième temps, eh bien, noyer ces États-Unis d'Europe dans une unité politique mondiale qui chapeauterait l'ensemble du monde. Vous voyez que c'est une sorte de rêve. Mais on n'est pas si loin de Jean Monnet. Jean Monnet, lui, se contentait de parler d'atlantisme. Sachez que le Parlement européen, avant que le Front National arrive en force au Parlement européen, a voté une résolution, c'est-à-dire un vœu, demandant qu'un jour, il y ait une assemblée transatlantique, c'est-à-dire qui comprenne à parité des membres de l'Union européenne et des membres des États-Unis, pour nous gouverner. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin de ces projets qui paraissent utopiques. Alors vous voyez bien qu'à travers tout cela, il y a bien une confrontation majeure qui domine le monde aujourd'hui, et qui est la confrontation entre les patriotes, ceux qui sont attachés aux États-nations, c'est-à-dire aujourd'hui le Front National, si on remonte un peu dans le temps, le général de Gaulle, et d'autre part, les mondialistes. Et les mondialistes, ils sont clairement dans le camp de l'Union européenne aujourd'hui. Et si on raisonne en termes de partis politiques, ce sont tous les partis politiques, les grands partis politiques d'aujourd'hui, autres que le Front National. Alors moi, j'ai compris tardivement, mais comme beaucoup de Français, je pense, que le véritable enjeu, c'était ça. Moi, à titre personnel, je ne l'ai compris qu'en 1992, au moment du traité de Maastricht, qui m'a littéralement ouvert les yeux. Auparavant, j'ai été influencé, comme le sont encore beaucoup de nos compatriotes, par les médias, et je raisonnais plutôt en termes de droite-gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est dépassé. Aujourd'hui, la véritable césure, c'est entre patriotes et mondialistes. Alors je pense que les Français sont en train de le comprendre, et on l'a vu notamment en 2005, lorsque, à propos du référendum sur la Constitution européenne, eh bien, le peuple français a décidé de dire non à cette Constitution, alors même que les principaux partis de l'époque prenaient le oui. Donc c'est véritablement l'enjeu majeur, et je pense que Marine Le Pen et le Front National ont bien raison de le répéter à l'envi, c'est tout à fait exact. Alors l'immigration, j'ai
n'ai pas oublié mon sujet, est à replacer dans ce contexte très global. Si vous voulez, le problème majeur aujourd'hui auquel on a à faire face, ce n'est pas l'immigration en réalité, c'est l'abandon de l'État-nation programmé. Parce que c'est de là dont découlent tous nos problèmes, y compris nos problèmes en matière de crise migratoire. Donc l'immigration, il ne faut pas en parler comme ça, détaché du reste, ça s'inscrit vraiment dans un plan d'ensemble, dans une lutte idéologique entre mondialistes et patriotes. Alors vous avez compris que l'Union européenne était dans le camp immigrationniste, les textes que j'ai cités de Monnet et de Spinelli le prouvent abondamment, et les textes européens aussi le prouvent. Quels sont les principaux textes qui illustrent la politique immigrationniste de l'Union? Vous avez tout d'abord l'acte unique européen de 1986, qui met en place 4 grandes libertés de circulation, des marchandises, des services, des capitaux et, j'y arrive, des personnes. Et la liberté de circulation des personnes, ça veut dire que déjà, on s'affranchit du respect des frontières nationales. Alors à ce stade, il ne s'agit que de ressortissants de l'Union. Ça ne touche pas encore les gens qui sont en dehors. Mais c'est un premier pas. On commence par faire circuler librement tous ceux qui sont à l'intérieur du périmètre de l'Union, et ensuite, emporté par une logique qui paraît toute naturelle, on ouvre grand les frontières extérieures. Le deuxième texte important, c'est bien sûr Schengen. Schengen, c'est en réalité 2 textes. Le premier, c'est l'accord de Schengen qui date de 1985 et qui pose les grands principes, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures, mais qu'à la place, il y a un contrôle aux frontières extérieures de l'Union. Donc ça, évidemment, en termes d'immigration, vous voyez le danger, c'est qu'un État souverain comme la France perd le contrôle de ses propres frontières et donc perd le contrôle de sa politique migratoire. Et 5 ans plus tard, il y a une convention, donc en 1990, une convention d'application de l'accord de Schengen qui met juridiquement en musique les principes généraux qui avaient été établis 5 ans plus tôt. Alors bien sûr, certains États ont vu le danger, et le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont jamais accepté ces textes. Donc vous voyez, c'est bien le signe qu'il y a un grand danger. Troisième série de textes sur l'immigration, c'est le traité d'Amsterdam de 1997 qui, pour la première fois, inclut officiellement la politique d'immigration et d'asile dans les compétences de l'Union. Ça y est, c'est officiel, c'est l'Union qui s'occupe de l'immigration et de l'asile. Et puis, dernière série de textes dont on parle souvent, mais qui sont peut-être d'un niveau de menace inférieur, c'est les accords de Dublin. Le plus important, c'est le tout premier accord de Dublin, celui de 1990, qui concerne l'asile et qui dispose que l'État qui doit traiter une demande d'asile, c'est l'État de première arrivée du migrant. Donc, dans le cas de l'Union européenne, il s'agit en général de la Grèce ou de l'Italie. Ça a été complété quelques années plus tard par un accord de Dublin 2 en 2003, puis par un accord de Dublin 3 en 2013. Et je vous fais grâce des détails techniques, car de mon point de vue, ça ne change pas grand-chose, ce sont des précisions qui sont apportées. Alors, la politique de peuplement, est-ce qu'elle existe vraiment? Puisque jusqu'à présent, je vous ai mentionné des textes qui traitent de la politique d'immigration, mais je ne vous ai pas encore apporté la preuve qu'il correspond à une politique de peuplement, c'est-à-dire une politique visant à ouvrir délibérément les frontières. Eh bien, il y a 2 raisons qui vont amener l'Union européenne à pratiquer cette politique de peuplement. La première, c'est une raison idéologique. C'est ce qu'on a vu, c'est le mondialisme. Quand on est mondialiste et qu'on veut la disparition des États-nations, on fait venir des populations nouvelles, justement pour briser le sentiment d'appartenance nationale. Et puis, la deuxième raison, c'est une raison purement pratique, c'est la prise en compte d'une crise démographique terrible que rencontre l'Europe à l'heure actuelle. Alors nous, on ne s'en rend pas trop compte en France parce qu'on a un taux de natalité qui est encore correct. Le taux de remplacement d'une population, c'est 2 enfants par femme. Et nous, on y est pratiquement. Mais au niveau de l'Union européenne, les chiffres officiels, c'est 1,58 enfants par femme. Donc on est très loin des 2 enfants. Et au niveau de l'ensemble de l'Union, on a des projections tout à fait officielles. Et il y a à l'heure actuelle près de 510 millions d'Européens, je parle uniquement de l'Union européenne, bien entendu, eh bien, avec ce taux de 1,58 enfants par femme, en 2080,
nous ne serons plus que 399 millions, c'est-à-dire qu'on aura perdu près de 110 millions d'habitants. Près de 110 millions d'habitants perdus d'ici 2080 au rythme actuel. Alors, l'Union européenne connaît ces chiffres, et notamment, ils sont d'autant plus inquiétants qu'ils concernent la plupart des grands pays de l'Union européenne. L'Espagne est touchée, l'Italie est touchée, et bien sûr, par-dessus tout, l'Allemagne est extrêmement touchée, puisque l'Allemagne a 80 millions d'habitants aujourd'hui, et on estime qu'à son rythme actuel de non-renouvellement des générations, elle n'aura plus que 50 millions d'habitants en 2080. Elle va perdre 30 millions d'habitants d'ici 2080. Si on ne fait rien, où je veux en venir, eh bien, l'Union européenne, qui avait déjà une raison idéologique de faire venir les migrants, s'est emparée ensuite de cette raison pratique, de cette crise démographique, pour essayer de justifier sa politique. Et c'est mis en avant maintenant très officiellement, et pratiquement chaque semaine que je passe à Bruxelles, j'entends cet argument. Alors, en 2014, le président de la Fédération allemande de l'industrie a tiré la sonnette d'alarme en signalant qu'il manquerait de bras pour faire travailler l'industrie allemande, et donc il a préconisé ouvertement l'ouverture des frontières. Et vous comprenez maintenant pourquoi, moins d'un an plus tard, lors de l'été 2015, quand Mme Merkel a vu qu'il y avait une crise migratoire, eh bien, au lieu de tenter d'y faire face, elle a dans un premier temps ouvert les bras en grand. C'était pour répondre aux souhaits de l'industrie allemande. Alors, sauf qu'évidemment, vous avez compris qu'avec Schengen, quand 1 million de migrants arrivent en Allemagne rien qu'en 2015, il y en a une bonne partie qui ensuite s'égaille un peu partout, puisqu'il n'y a plus de frontières d'intérieur, plus de contrôle aux frontières d'intérieur. Donc, c'est le problème. Alors ça, c'est la position allemande. L'Allemagne a une très grande influence au sein de l'Union. Sachez que la première chose que l'on remarque quand on est nouveau député européen, c'est que tous les postes de responsabilité sont trustés par les Allemands. Donc, influence majeure. Le président du Parlement européen, M. Schulz, est allemand. Le président du principal groupe parlementaire du Parlement européen, qui est le PPE, le Parti populaire européen, le parti de droite, est allemand aussi, c'est M. Weber. Et même pour vous donner un exemple, je ne vais pas être trop fastidieux, mais le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement, c'est un poste très important, c'est un Allemand aussi, M. Brok. Ils sont absolument partout. Et si on passait du côté des fonctionnaires européens, eh bien sachez que lorsque l'Union européenne a décidé de fouiller dans mes comptes et mes affaires d'assistant parlementaire, puisque j'ai eu droit naturellement comme tout le monde, et qu'il fallait que je rende des comptes, eh bien j'ai découvert que le grand Manitou qui organisait les poursuites, c'était aussi un Allemand. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont absolument partout. Et donc, du coup, étant très influents, eh bien, ils ont convaincu, mais sans avoir donné beaucoup de mal, l'Union européenne d'organiser cette politique de peuplement. Et il est temps pour moi, maintenant, de vous donner des citations, car je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Je vais vous donner des preuves. 8 juin 2015, au Parlement de Bruxelles. Il y a une réunion un peu en catimini, lors de laquelle, réservée aux membres de la Commission des libertés, dont je suis membre, et lors de laquelle nous auditionnons M. Avramopoulos. Avramopoulos, c'est le grec qui est commissaire à l'immigration. Et j'y vais. Je flaire peut-être le bon coup. Alors j'y vais. J'écoute. Et à un moment donné, M. Avramopoulos nous explique qu'il faut accueillir des migrants, qu'on en a besoin à cause du déficit de trafic. Vous connaissez maintenant la ritournelle. Et un député vert lève la main et dit: mais combien, monsieur le commissaire? On parle de 17 millions. Est-ce cela? Je commence à me tasser un peu sur ma chaise. Je me demande si l'interprète a bien traduit, parce que 17 millions, ça me semble beaucoup. Hein. Et Avramopoulos, mis en confiance, parce qu'en dehors de moi, il y avait des gauchistes là-dedans, Avramopoulos, mis en confiance, commet l'erreur, il répond et dévoile le fond de sa pensée. Non. 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Vous m'avez bien entendu. Il l'a dit. 8 juin 2015, vous pouvez trouver les références sur Internet. 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Naturellement, le Front National a fait immédiatement un communiqué de presse pour dénoncer cette folle politique d'immigration, mais il n'y a eu aucun démenti officiel. Et un an plus tard, 7 juin 2016, Parlement européen de Strasbourg, le même Avramopoulos revient. Toujours petit comité, une fois de plus, je me mets dans la salle. Alors, je me mets dans la salle, souvent, je n'arrive pas à poser de questions, parce que quand c'est M. Avramopoulos qui est face à moi, on ne me donne jamais la parole. C'est on a un
on a pourtant la possibilité de brandir un petit carton pour parler. Alors, quand c'est pas Avramopoulos, on nous laisse parler. Quand c'est Avramopoulos, on fait semblant de ne pas voir. C'est comme ça que ça marche au Parlement européen. Et là, donc, quelqu'un lui pose une question, puisqu'il nous expliquait une fois de plus qu'il fallait des migrants, etc., pour combler les déficits démographiques. Il n'avait pas changé d'idée en un an. Et quelqu'un lui demande, c'est 20 millions, monsieur... C'est un journaliste. Enfin, c'est 20 millions, n'est-ce pas? C'est 20 millions. Alors, vous voyez que dans l'esprit des gens, ça monte. Hein. La fois d'avant, on avait demandé 17 millions, maintenant on demande 20. Et il répond avec un petit sourire, j'étais au premier rang, c'est un peu gênant pour lui, au moins 20 millions, mais qui sait, beaucoup plus, évidemment, puisque la vérité, vous la connaissez, il l'avait dévoilé un an plus tôt, c'était 50. Donc il n'a pas changé d'avis en réalité. Et il nous explique que l'Europe aura besoin de bras. 13 septembre 2016, Parlement européen de Strasbourg. Cette fois, on a le haut représentant de l'Union pour les affaires extérieures, c'est l'italienne Madame Mogherini, qui nous parle de sujets un peu généraux. C'était pas passionnant ce jour-là. Et puis heureusement qu'on est resté. Alors c'est Louis Alliot qui a tendu l'oreille mieux que tout le monde. À un moment donné, pendant 1 ou 2 minutes, au milieu de son long discours, elle parle subitement de l'immigration. On ne s'y attendait pas, puisque ce n'est pas véritablement son domaine. Elle, normalement, c'est pour M. Avramopoulos. Et elle dit ceci, j'ai pris des notes, la crise migratoire n'est pas un phénomène qu'il faut entraver. C'est clair. Ce n'est pas un phénomène qu'il faut entraver. Il faut rêver. C'est mot à mot. Je vous assure que c'est exact. Même si les citoyens n'aiment pas entendre cela, ces migrations peuvent apporter des chances incroyables pour les pays qui les accueillent. Et elle conclut, nous continuerons à avoir besoin de migrants. Voilà ce qu'elle dit. Et ça, c'est le 13 septembre 2016. C'est il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, il y a une véritable politique de peuplement qui est à l'œuvre et qui est motivée par ces deux aspects, la raison idéologique profonde et la raison pratique qui consiste à faire face à la crise démographique. Alors, bien sûr, les eurocrates ne sont pas fous, ils savent bien que tout ça est très impopulaire. Et c'est la raison pour laquelle ils jouent un double jeu. Moi, j'ai de la chance, et c'est pour ça qu'il faut que je tourne un peu pour raconter ça partout. Siégeant à Bruxelles et à Strasbourg, je suis au contact de ces gens-là et j'ai droit à la version réelle de leur politique. Mais le reste du temps, l'Union pratique un double jeu. Officiellement, elle essaye de faire croire qu'elle tente de lutter contre l'immigration, alors qu'en réalité, elle ne lutte pas contre, elle l'organise. C'est ça le problème. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples de ce double jeu. Alors j'ai noté, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, parce que je passe ma vie là-dedans, mais j'ai essayé de sélectionner 5 exemples, simplement pour vous faire frémir. 5 exemples qui me semblent emblématiques. Premier exemple, c'est l'accord avec la Turquie, du 18 mars 2016. Vous avez tous entendu parler de cet accord. Il est présenté comme un accord formidable qui va permettre à l'Union de refouler, vous savez, tous ces migrants qui arrivent en Grèce vers la Turquie. Donc c'est présenté comme un élément d'une politique de refoulement des migrants. Alors en réalité, c'est tout l'inverse. Analysons cet accord. Alors tout d'abord, à quoi s'engage officiellement l'Union européenne? À beaucoup de choses. 3 engagements. Premier engagement, l'Union européenne va donner 6 milliards d'euros à la Turquie pour la remercier de l'aider à lutter contre l'immigration. Alors 6 milliards, au début c'était 3. Et Erdogan a tellement bien négocié qu'il a obtenu le doublement de la somme. Donc on est déjà un peu perdu au niveau de la négociation. Deuxième concession, des visas seront délivrés aux 80 millions de Turcs, dès lors qu'ils les demanderont, des visas qui leur permettront d'entrer dans l'Union européenne. Alors, à condition que 72 conditions soient remplies. Ces 72 conditions obligent la Turquie à respecter la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme. Mais bon, on ne peut pas être grand clair pour deviner que la Turquie n'a pas du tout l'intention, évidemment, de les respecter. Donc l'Union européenne prétend, semaine après semaine, que ces conditions sont remplies, et elle va considérer officiellement qu'elles sont remplies. Donc l'accord va pouvoir être validé. Et puis, troisième concession, c'est le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union. Il avait un peu de plomb dans l'aile parce que ces derniers temps, Erdogan a beaucoup exagéré. Je vous rappelle qu'entre autres, tour blâmable, il est venu faire une conférence anti-européenne à Strasbourg,
faut le faire. Il est venu à Strasbourg rencontrer les Turcs de France et leur expliquer que la vraie civilisation, c'était la civilisation turque et que nous étions décadents. Donc évidemment, un partenaire comme ça fait plutôt mauvais effet. Donc, vous voyez tout ce qu'on est prêt à céder. Alors, en contrepartie, que va faire la Turquie? Eh bien, elle s'engage à reprendre 72 000 migrants. Vous avez bien entendu, 72 000 et pas un de plus. Et pas un de plus. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est toujours 72 000 de prix, même si ça paraît très cher. Sauf que quand on lit attentivement l'accord, c'est pas du tout de cela dont il s'agit, car à la place de ces 72 000 migrants que la Turquie va reprendre, l'Union s'engage à en récupérer un nombre équivalent, donc 72 000, qu'on ira chercher dans les camps de réfugiés turcs. En quelque sorte, on en refoule 72 000 qui sont arrivés par leurs propres moyens, et à la place, on en prend 72 000 plus sages, en quelque sorte, qui attendent patiemment dans les camps turcs. Donc, vous avez compris, quel est le gain en termes de migrants? C'est zéro. Ça nous fait économiser 0 migrants. Alors, c'est cher parce qu'on va payer ça, je vous le rappelle, par des visas donnés potentiellement à 80 millions de Turcs. Donc, vous voyez bien que ce texte, en fait, sa philosophie n'est pas de refouler les migrants, c'est au contraire d'organiser l'arrivée des Turcs en Europe. Parce que, c'est toujours la même chose, l'Allemagne considère que des Turcs, c'est pas mal pour remplacer les Allemands qui vont manquer sur le plan démographique. Alors le problème, évidemment, c'est que nous allons en récupérer notre part. Je vous signale que sur le million de migrants qui sont arrivés en 2015 en Allemagne, il y en a 300 000 dont l'Allemagne a perdu la trace. Ils sont partis ailleurs. Une bonne partie, sans doute, à Calais, notamment. Deuxième preuve du double jeu de l'Union. C'est la création d'une nouvelle agence dont vous avez tous entendu parler. À chaque fois, la presse, vous savez, le relais docile de la propagande officielle. C'est terrible à quel point la liberté de la presse a disparu dans notre pauvre France. Je fais référence, bien sûr, à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui vient d'être mise en place là, ces dernières semaines. Alors ça remplace une autre agence qui avait très très mal fonctionné, qui était l'agence Frontex. Alors ça fait rire. Le rôle de Frontex, c'était de garder les frontières. Je laisse juge. Manifestement, ça n'a pas beaucoup marché. Alors du coup, on change de nom. Mais on ne change pas les hommes, je vous rassure. Le directeur de Frontex, qui était le français Fabrice Légery, qui est un immigrationniste d'ailleurs, ce qui est plutôt étonnant pour le directeur de Frontex, eh bien, est maintenu. Il est toujours directeur de la nouvelle agence. Donc c'est vraiment un lifting sans grande portée. La seule véritable nouveauté, c'est que cette nouvelle agence va avoir plus de moyens. Et notamment, elle va avoir à sa disposition une force d'intervention rapide de 1500 hommes qui pourront aider les États qui n'arrivent plus à garder nos frontières extérieures. Alors c'est le cas de la Grèce et de la Bulgarie. Là, dans l'immédiat, cette agence a envoyé ces hommes en Grèce et en Bulgarie pour aider ces deux États officiellement à refouler les migrants. Sauf que ce texte, je le connais bien, ce texte qui a créé l'agence, car j'étais rapporteur fictif, rapporteur en second. Ma grande spécialité, c'est de me faire élire rapporteur dans les textes sur l'immigration. Alors, pas rapporteur principal, évidemment, les gens ne sont pas fous quand même, mais rapporteur en second. Parce que c'est du travail et que, vous savez ce que c'est, les gens ne se bousculent pas toujours au portillon. Et ça me permet de suivre l'élaboration de ces textes jour après jour. Je suis invité à tous les travaux internes, y compris, vous savez, ces trilogues qui réunissent des membres du Parlement européen, du Conseil, c'est-à-dire de l'exécutif européen, et de la Commission de Bruxelles. Je suis invité à ça, et j'ai le droit d'y parler d'ailleurs. C'est drôle. Vous imaginez que j'essaye évidemment de freiner tout ça, de toutes mes forces, généralement en vain, mais enfin au moins je fais entendre notre voix. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que cette agence, c'est une agence d'immigration, c'est pas du tout une agence de refoulement, parce qu'on a passé la majeure partie du temps à parler des droits des migrants. On avait bien entendu les droits des migrants. Droit d'être secouru. Droit d'être enregistré. Enregistré, ça peut les amener évidemment à terre. Voir s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. Et tenez-vous bien, cerise sur le gâteau, on a passé des heures et des heures à élaborer une procédure pour leur permettre de porter plainte contre les agents de la nouvelle agence de garde-frontières. Ce sont des formulaires qu'on a élaborés en commun et qui ont vocation à être traduits dans toutes les langues, évidemment, y compris en arabe. Donc, à la limite, dès qu'un migrant arrive, on va lui remettre le prospectus pour lui expliquer comment porter plainte contre les agents de l'agence. Donc, vous voyez un petit peu la philosophie.
Et en outre, je le répète, le directeur de la nouvelle agence, c'est le même que le directeur de Frontex. Donc, c'est la preuve qu'on ne veut pas que ça marche. On ne veut surtout pas que cette agence refoule qui que ce soit. Donc, je vous annonce que cette agence aura des résultats comparables à la précédente. Troisième preuve. Création en cours d'une liste européenne de pays sûrs. Là encore, je suis rapporteur en seconde, donc je suis ça pas à pas. Alors officiellement, qu'est-ce que c'est la liste européenne de pays sûrs? C'est une liste qui va recenser les pays vers lesquels on peut refouler les migrants sans qu'ils aient quoi que ce soit à craindre. Donc, des pays qui ne vont pas les tuer, qui ne vont pas les torturer. Parce que bien sûr, on n'est pas des monstres, on veut refouler les migrants, mais quand même pas vers des endroits où ils craindraient pour leur vie. Alors, en apparence, ça paraît donc une bonne idée. Le problème, c'est que je vois bien qu'on a beaucoup de mal à déterminer qui va être dans cette liste. Pour l'instant, l'Union européenne hésite entre 7 et 8 pays. C'est pas beaucoup, hein, 7 et 8 pays sur 193 que compte le monde. C'est très peu. Et si on compare avec des listes nationales, car les États européens les plus évolués ont déjà leur propre liste nationale de pays sûrs, eh bien c'est bien inférieur. Le Royaume-Uni a une liste de 26 pays sûrs. Vous comprenez pourquoi le Royaume-Uni est parti, il en avait assez comme tout ça. Hein. La France a une liste de 16 pays sûrs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune plus-value. Ce que va nous apporter le texte européen, c'est qu'à la place de notre liste nationale de 16 pays sûrs, on va se retrouver avec une liste de 7 ou 8 pays. Alors tout ça ne serait pas si grave si on nous expliquait que la liste européenne ne remplace pas les listes nationales. Mais évidemment, c'est pour ça que j'y siégeais. J'ai fait un marquage à la culotte jusqu'à entendre ce dont je me doutais, c'est qu'un beau jour, le rapporteur principal a avoué que l'objectif, c'était que cette liste européenne remplace, à échéance de 3 ans, les listes nationales. C'est-à-dire que là encore, vous avez la preuve que cette liste ne va pas permettre de mieux refouler les migrants, mais va permettre au contraire de mieux les laisser arriver. C'est QFD. Quatrième preuve, c'est le fameux plan Juncker de relocalisation. C'est un plan qui a été présenté officiellement le 9 septembre 2015, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors c'est une dérogation à l'accord de Dublin, puisque vous vous rappelez ce que dit Dublin, c'est que dès qu'un étranger arrive dans un pays de l'Union européenne et qu'il y demande l'asile, c'est à cet État-là, l'État de premier accueil, de se débrouiller avec. En aucun cas, il ne peut refiler la patate chaude, si je puis dire, à ses États partenaires. Alors, sauf que la Grèce est complètement débordée, l'Italie à un niveau moindre aussi, et donc le plan Juncker, c'est une dérogation à Dublin, c'est-à-dire qu'il propose de répartir l'ensemble des migrants qui y arrivent, même s'il s'agit de demandeurs d'asile, entre l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et pour ne pas trop effaroucher les troupes, Juncker a proposé de commencer par une répartition de 160 000 migrants. Alors, la part de la France, ce serait 24 000. Sur ces 160 000, la France devrait en accueillir 24 000. Alors, officiellement, l'Union prétend que c'est simplement pour éponger le trop-plein, en quelque sorte, de migrants déjà arrivés, mais que ensuite qu'on fermera les frontières extérieures. Sauf que c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est un appel d'air formidable. On est en train de donner un signal à tous les pauvres du monde entier que s'ils arrivent à entrer en Grèce, ils seront ensuite relocalisés entre les autres États. Et donc on est en train de leur montrer qu'on est en train de s'adapter à la crise migratoire. On ne combat pas contre, on s'adapte, ce qui est tout à fait différent. Alors là, tout de même, les États ont compris le danger. Et 1 an après ce plan, donc en septembre 2016, les chiffres officiels, c'est que sur ces 160 000 migrants, il n'y en a que 5 000 qui ont été effectivement relocalisés. Pratiquement tous les États traînent les pieds. Donc ça, c'est un signe encourageant. Et il y en a même 3 qui ont carrément annoncé qu'ils en voulaient 0. C'est la Hongrie, la Pologne et l'Autriche. Comme par hasard, quel est le point commun de ces 3 pays? Ces 3 pays dans lesquels les patriotes ont soit pris le pouvoir, soit sont sur le point de le prendre. Ils ont pris le pouvoir en Hongrie, en Pologne. Ils sont sur le point de le prendre, comme vous le savez, en Autriche, puisque l'élection présidentielle de Norbert Hofer en décembre est quand même assez probable maintenant. En Hongrie, il y a même eu un référendum le 2 octobre sur la question. C'était sur ce plan de relocalisation, et le non l'a emporté avec 98% des votants, ce qui est énorme.
Alors pour des raisons juridiques, le référendum n'a pas été validé parce qu'il aurait fallu un taux de participation de 50%, on ne l'a pas atteint, mais sachez que, j'ai parlé avec les Hongrois, en Hongrie, malheureusement, il est très rare d'atteindre ce taux de participation de 50%. Ils ont atteint un taux de participation de 40% qui, pour la Hongrie, est considéré déjà comme très significatif. Donc le paradoxe, c'est que même les Hongrois europhiles avec lesquels j'ai parlé sont scandalisés quand ils entendent Juncker dire que ce référendum est au fond nul et non avenu, parce que sur le plan démocratique, il est vraiment significatif. Davantage de voix, si je ne m'abuse, qu'au moment de l'adhésion. Oui, alors en plus, il y a davantage de voix pour rejeter ce plan d'immigration qu'il n'y en a eu pour accepter l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est bien la preuve que le chiffre est quand même très significatif. Et là, Juncker a vraiment mécontenté même les Hongrois les plus europhiles, qui ont reçu comme un affront le fait qu'on dise que le référendum ne vaut rien, mais dans des termes vraiment méprisants. Alors, évidemment, la Commission de Bruxelles est prise dans une logique folle, une logique immigrationniste, elle ne veut pas céder, et donc elle a imaginé deux procédés pour briser la résistance des États. Le premier procédé, c'est une amende. Et ça nous a été proposé par M. Juncker le 4 mai 2016. Il propose tout simplement d'infliger aux États récalcitrants une amende de 250 000 € par migrant refusé. 250 000 € d'amende par migrant refusé. Bon, évidemment, c'est une proposition de Juncker, ça n'a pas soulevé l'enthousiasme. Les États traînent les pieds, rassurez-vous. Ils ne sont pas pressés de se faire sanctionner, parce qu'ils ne sont pas fous. Hein. Ils ne veulent pas appliquer les lois de Juncker. S'ils veulent ça, ils vont se prendre des amendes énormes. Alors du coup, la Commission est en train de s'y prendre de façon beaucoup plus subtile. Ils viennent de faire voter le 25 octobre, c'était la semaine dernière, un rapport Intveld. Alors le rapport porte toujours le nom du rapporteur principal. La rapporteure principale, c'est Madame Intveld, qui est une néerlandaise libérale, qui est célèbre dans notre petit milieu du Parlement européen parce que c'est l'égérie du mouvement LGBTI. C'est la papesse des LGBTI. Et donc là, elle a pris l'initiative de faire ce rapport. Moi, j'ai le sentiment que la Commission de Bruxelles, en sous-main, la soutient pour voir un peu comment ça va être accueilli. Et que propose ce rapport? J'étais encore rapporteur en second là-dedans. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche de près ou de loin à l'immigration, je m'y vais. Alors ça touche l'immigration, parce que ce qu'elle propose, c'est de créer un nouveau corps d'experts indépendants qui seraient soit désignés par des parlements nationaux, soit désignés par le Parlement européen sur proposition du Conseil de l'Europe. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est un peu compliqué, c'est une autre organisation européenne, mais qui comprend la Turquie. Donc, en clair, ça veut dire que certains de ces experts pourraient être turcs. Déjà, c'est assez bizarre de se dire qu'on va être jugé par des experts turcs. Alors, ces experts noteraient les États, chaque année. Savoir s'ils respectent bien les principes de l'Union européenne, les principes de la démocratie. Ils délivreraient une sorte de permis de démocratie. Alors, dans la version initiale qui a sauté, parce que j'étais tuteur, je me suis tellement moqué de la version initiale, je crois qu'ils ont eu un peu le sentiment, le sens du ridicule, et qu'ils ont fait sauter ça. Et il y avait des notes de couleur, comme pour des enfants. Ça, c'est vrai. Il y avait la couleur verte. Alors, la couleur verte, c'est pour les bons élèves. C'est les États qui respectent la politique de l'Union, et notamment la politique d'immigration, vous l'avez compris. Il y avait la couleur jaune. La couleur jaune, c'est pour les États, qui ont un bilan acceptable, mais qui pourraient mieux faire. Donc là, c'est une sorte d'avertissement, la couleur jaune. Et puis, il y avait pour finir la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la demande de sanctions pour les mauvais élèves. Alors, quels sont les mauvais élèves? Ce qui est extraordinaire, c'est que le rapport Intveld en désigne deux, ce qui est contraire à tous les usages diplomatiques. Il attaque nommément deux États. Le premier, c'est bien sûr la Hongrie. Vous l'avez compris. Et c'est bien la preuve que c'est au service de la politique d'immigration. Il s'agirait d'infliger la note rouge à la Hongrie. Alors la sanction qui est prévue, c'est la suspension du droit de vote de la Hongrie au sein de l'Union. On ne pourrait plus voter. Voilà. Et le deuxième État qui est dans le collimateur, c'est la Pologne. Pourquoi? Parce que la Pologne, vous le savez, a une politique familiale assez traditionnelle. Elle ne veut pas trop libéraliser l'avortement. Bon, c'est le choix des Polonais. Et évidemment, c'est contraire au lobby, aux pressions du lobby LGBTI qu'incarne Mme Intveld. Donc voilà pourquoi elle a ciblé ces deux États-là. Alors potentiellement, ça pourrait ensuite se retourner contre la France si un jour la France voulait résister à la politique d'immigration de l'UE. Alors, dans le rapport final, les couleurs ont été supprimées, mais il y a toujours cette idée de sanction à 3 degrés.
Mais les couleurs ont été supprimées parce que je m'en suis tellement moqué qu'ils se sont dit c'est pas possible, surtout qu'en tant que rapporteur adjoint, j'ai le droit de participer à la conférence de presse. Donc vous imaginez, ça aurait été trop beau. Hein, donc ils ont enlevé les couleurs, mais ils ont fait tellement vite, figurez-vous, que techniquement le travail est de mauvaise qualité. Ils ont laissé une phrase dans le rapport final qui fait encore allusion à la couleur rouge. C'est drôle. D'ailleurs, je l'ai signalé. Donc lors de la conférence de presse finale, qui a eu lieu le même jour, le 25 octobre, je siégeais à côté de Madame Hinvel. J'en ai le droit en tant que rapporteur en second. Et ce qui était drôle, les journalistes riaient, vous n'avez jamais vu ça. En général, le rapporteur en second, quand il se déplace à la conférence de presse, c'est qu'il est d'accord avec le rapporteur principal. Et là, Madame Hinvel a expliqué pourquoi son texte est excellent, et moi j'ai expliqué derrière pourquoi il est abominable. Et j'ai vu tous les journalistes qui riaient, ils ne croyaient pas leurs yeux, il se passait enfin quelque chose. Voilà. Alors, rassurez-vous, le rapport Hinvel, il inquiète quand même les États, et le Conseil, qui est l'organisme qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, n'acceptera pas cette proposition. Et il ne l'acceptera pas aussi parce qu'on est là derrière pour attaquer, pour relayer auprès de l'opinion publique, pour mettre en garde tout le monde. Donc là, on va gagner. Vous voyez que sur le plan Juncker de relocalisation, eh bien, c'est l'échec. Certes, ce plan a été voté initialement, mais la Commission n'arrive pas à le mettre en œuvre. Et à chaque fois qu'elle essaye de mettre en place un mécanisme de sanction pour contraindre les États, elle échoue aussi. Donc il y a véritablement une volonté quand même de résistance qui commence à poindre dans tous les États. Et alors, non pas parce que les États sont devenus tous vertueux, la France n'est pas vertueuse de ce point de vue, M. Hollande n'est pas vertueux sur le plan de l'immigration, mais simplement ils sont obligés de tenir compte de l'opinion publique, qui est quand même de plus en plus inquiète. Cinquième et dernier exemple du double jeu de l'Union européenne, et je termine par la cerise sur le gâteau, quelque chose de très important dont les médias ne vous parleront pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est un plan de création de voies d'entrée légale en Europe. Un plan délibéré d'immigration légale. Nous y sommes. Parce que jusqu'à présent, il s'agit de faire face à des gens qui viennent spontanément, comme vous l'avez constaté. Et bien là, on va aller beaucoup plus loin, on va créer nous-mêmes les filières d'immigration au niveau européen. Alors ce plan, il a été présenté officiellement le 7 juin 2016, c'est pas si loin. J'y étais une fois de plus, on m'a remis un beau document plastifié en toutes les langues. J'ai gardé le document évidemment en français. Et le plan estime, alors je le cite, je cite, nécessaire de créer de vraies voies d'entrée légale en Europe. Voilà. Alors c'est un peu abstrait quand on lit, c'est un peu écrit dans un jargon européen, mais vous voyez quand même que la phrase est assez claire. C'est bien de cela dont il s'agit. Bien sûr, c'était présenté par l'inévitable M. Avramopoulos. Ces jours-là, pour l'éclairer, un rapport parlementaire a été voté par le Parlement européen, à peu près en même temps en juin. C'est le rapport Metsola, M-E-T-S-O-L-A, et qui explique, exactement comme le plan présenté par la Commission de Bruxelles, qu'il faut mettre en place, je cite, des itinéraires sûrs pour entrer dans l'Union. Des itinéraires sûrs pour entrer dans l'Union. Et la preuve que tout ça est très sérieux, c'est que alors évidemment, la Commission y va prudemment. Elle a bien senti que les États commencent à renacler. Mais M. Juncker s'est livré à des confidences au mois d'août dernier, août 2016, donc tout le monde était en vacances, et il a livré ses confidences à un journal allemand, bien sûr, Die Welt. Alors pourquoi un journal allemand? Parce qu'il suppose que c'est peut-être l'opinion publique allemande qui va accueillir le mieux ces propositions. Sur quoi elle se trompe. L'opinion publique allemande est en train de changer complètement aussi. Et il a proposé d'élargir le regroupement familial. Désormais, le regroupement familial comprendrait non plus seulement l'époux, l'épouse et les enfants mineurs, mais également, tenez-vous bien, les frères et sœurs. Alors, quand vous savez qu'en Afrique, il y a des fratries souvent de 7-8 personnes minimum, quand ce n'est pas davantage, vous imaginez la peine d'air. Surtout qu'une fois que vous faites entrer le frère ou la sœur, s'il est marié, vous faites entrer l'épouse et les enfants. Donc vous voyez un petit peu, quand je vous disais que 50 millions à l'horizon 2060, ce n'est pas que des mots. La stratégie est en train d'être pensée pour y arriver. Alors une dernière preuve, M. Fabrice Leggeri, vous savez, le directeur de l'agence dont je vous ai parlé, a tout dévoilé, parce que lui c'est un immigrationniste forcené. Il a tout dévoilé le 28 juin 2016, il a fait une conférence de presse, et il explique qu'il faudrait organiser des vols spéciaux à partir des camps de réfugiés du Liban, de Turquie et de Jordanie.
Donc on enverrait des avions pour aller les chercher directement, comme ça ils n'auraient même plus à traverser la mer. Effectivement, pour eux, ce serait mieux, c'est sûr. Mais pour nous, je m'interroge. Alors, tout ça est extrêmement... Alors, ça va créer un appel d'air évidemment épouvantable, parce que tout ça est fait sous couvert de maîtriser les flux migratoires. Mais non, on crée un appel d'air extraordinaire. Plus on ira chercher de gens par des avions, plus il y en aura d'autres qui chercheront évidemment à traverser, parce qu'ils sentiront quand même qu'on est prêt à les accueillir. Donc c'est fou cette stratégie de l'appel d'air. Alors c'est inquiétant parce que, je vous rappelle les chiffres officiels de la démographie rien qu'en Afrique. Aujourd'hui, 1 milliard d'habitants en Afrique. En 2050, 2 milliards. En 2100, 4 milliards. Donc voilà ce qui nous attend, si vous voulez. C'est que l'Union européenne est en train de créer une machine qui va la déborder. S'ils veulent 50 millions à l'horizon 2060, ils risquent d'en avoir beaucoup plus, car ce sont des hordes de personnes pauvres qui s'apprêtent, malheureusement, à naître. Alors, en conclusion, je vous ai inquiété, c'était un peu l'objet de cette conférence. Il s'agit de vous informer de ce qui est en train de se passer, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité. Si nous, au Parlement européen, nous avons créé un groupe qui s'intitule Europe des nations et des libertés, c'est parce que nous pensons que les nations européennes peuvent s'entendre justement pour mener une autre politique. Et là, il y aurait deux mesures sur lesquelles on pourrait s'entendre assez facilement. La première, c'est une incitation à mener une vraie politique familiale dans l'ensemble des pays européens qui en ont besoin. Et là, le modèle est tout trouvé, c'est le modèle français, notre modèle qui marche avec tout un réseau de crèches, tout un système d'allocation familiale pour inciter les gens à avoir des enfants. Eh bien, il n'y a pas d'équivalent en Allemagne, par exemple. Donc voilà, une Europe des nations, ça pourrait permettre de mettre en commun nos expériences respectives et de puiser chez les voisins eh bien, les choses qui ont marché, tout simplement. Et vous voyez, sans contrainte, simplement par des échanges de bon sens. Et puis, la deuxième mesure qu'il faudrait prendre, c'est faire pression sur l'ONU pour qu'il y ait un véritable plan mondial d'accueil des migrants. Et il s'agirait d'accueillir les migrants, notamment les réfugiés, puisqu'il y a des vrais réfugiés, même on ne peut pas nier. Il faudrait accueillir les vrais réfugiés dans les pays voisins des pays en guerre, moyennant bien sûr une aide internationale qui serait apportée par l'ONU, dont c'est le rôle. Et là, on peut le faire, parce que n'oublions pas quand même qu'au niveau des États européens, nous avons deux États qui ont un rôle majeur au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le Royaume-Uni et la France, qui ont des sièges permanents et qui, à ce titre, ont un poids beaucoup plus considérable encore que les autres États. Voilà, donc vous voyez, il y a des solutions, elles existent, et encore faut-il avoir la volonté politique de les prendre, et on ne les prendra que lorsque les patriotes seront au pouvoir dans une majorité d'États européens. D'ici là, on n'y arrivera pas. J'aimerais finir par une phrase du général de Gaulle. C'est un de mes défauts, peut-être, une qualité, je ne sais pas. J'admire le général de Gaulle par bien des aspects, pas par tous. Si Louis Alliot était là, il m'arracherait les yeux. Mais ce que j'apprécie chez de Gaulle, c'est l'aspect patriote, si vous voulez. Et de Gaulle disait ceci: face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Eh bien, voilà, face au grand péril, il faut que nous portions Marine Le Pen au pouvoir, parce qu'elle seule a compris les véritables enjeux qui nous attendent. Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir pris le temps de nous informer, merci de passer du temps au sein de cette Union européenne. J'imagine que ce n'est pas un plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire au regard de la technicité des sujets et surtout de l'idéologie dominante, de te sentir parfois un peu seul, et merci pour ta pugnacité et ton courage de ce point de vue. On voit d'ailleurs à ce titre la réelle utilité d'avoir des élus d'opposition qui sont actifs, parce qu'il faut savoir que toutes ces politiques qui sont menées depuis des décennies ont été menées eh bien, pendant très longtemps sans véritable opposition, puisque malheureusement nous en avons été absents depuis très longtemps, et il n'y a que depuis les dernières élections européennes que nous sommes devenus une véritable force de frappe et que nous avons à ce titre le moyen d'informer évidemment les citoyens de ce qui se passe, de participer de façon importante au débat, mais aussi parfois, et tu en as fait la démonstration tout à l'heure, bloquer certaines choses, comme vous l'avez fait dans cette commission. Et ce qui est très amusant,
et tu n'as pas eu l'occasion malheureusement de t'élever là-dessus, c'est la duplicité des républicains et des socialistes en France et au sein du Parlement européen. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'il faut savoir que 95% et même parfois davantage de cette politique migratoire, le plus souvent, est votée, est accompagnée par les députés européens qui sont issus des rangs des républicains ou qui sont issus des rangs des socialistes. C'est vrai par exemple de la politique des quotas, qui est vilipendée par les élus républicains en France, au niveau national, mais qui a été votée par leurs députés européens au niveau du Parlement européen. C'est toujours très amusant de constater qu'il est fort pratique pour eux d'accuser l'Europe, l'Union européenne, son impuissance et son inefficacité, alors même qu'en réalité, ils sont les acteurs et même les complices de cette politique au niveau de l'Union européenne. Et tu as par ailleurs rappelé que non seulement il y a une volonté active de mener cette politique d'immigration, je parlais tout à l'heure du droit d'asile, mais au sein même de ce droit d'asile réformé sous l'impulsion de l'Union européenne, il y a aussi l'extension du regroupement familial. Donc il y a la volonté d'augmenter partout cet appel d'air sur l'immigration légale, mais aussi d'aggraver en réalité la situation de l'immigration illégale, et j'en veux pour preuve évidemment cet accord turc dont tu as parlé, qui est une victoire par chaos de la Turquie sur l'Union européenne, mais aussi une autre politique, un autre exemple, qui est la volonté de l'Union européenne, mise en œuvre, d'aller chercher les bateaux de migrants en Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fait exactement l'inverse de la politique qui est aujourd'hui menée par l'Australie, qui est de ramener les bateaux vers les ports des pays d'origine, ou vers le port du pays de départ. Ce qui a eu pour conséquence directe, qu'ils aient 0 mort près de leurs côtes depuis maintenant des mois, alors même que l'Union européenne fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que dès que nous repérons, dès que les bateaux de Frontex repèrent un bateau de migrants, il va le chercher pour l'amarrer sur les côtes européennes. Et c'est évidemment une incitation extraordinaire, puisque tous les trafics humains sont ainsi facilités, et les gardes-côtes libyens, notamment, qui sont aujourd'hui totalement corrompus, puisque vous savez que l'État libyen, depuis l'intervention voulue par Nicolas Sarkozy, est un État failli, qui ne tient plus ses côtes, voit ici une aubaine formidable, à tel point, pour vous dire, qu'il est même arrivé de voir, et ça c'est le témoignage de garde-côtes européens, de voir des bateaux qui ont été volontairement abîmés pour couler, pendant que ces trafiquants envoyaient eux-mêmes les fusées de détresse, pour que les bateaux européens viennent les chercher et les ramènent directement sur les côtes européennes. Vous voyez bien évidemment le message qui est envoyé de par le monde et qui incite de plus en plus de personnes à risquer leur vie et entraîne évidemment des centaines de morts chaque année en Méditerranée que nos beaux humanistes déplorent, alors qu'en réalité, ils sont à l'origine de ces morts, puisqu'ils mettent en place les politiques qui incitent ces personnes à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et enfin, j'en conclurai par là, parce que c'est aussi important de la rappeler, en dépit de ce qu'on appelle ce droit dérivé européen, qui s'applique maintenant dans les États membres, puisque vous savez que le droit européen s'applique obligatoirement les directives, les règlements au sein des États, et c'est vrai en matière économique, en matière commerciale, en matière budgétaire, en matière migratoire, tu en as apporté la preuve. Il y a également la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est une juridiction de l'Union européenne qui a vocation à vérifier que les États membres appliquent bien ce droit européen, et s'ils ne le font pas, de sanctionner ces États européens. Il faut savoir que ce sont donc des magistrats qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui vérifient l'application de ce droit, et qui ont une vision extrêmement favorable aux droits des immigrés. Extrêmement favorable. Et ils font une lecture particulièrement extensive en faveur de l'immigration. Et ils sanctionnent les États à dessein pour les forcer à modifier leurs droits, à modifier leurs pratiques qui vont dans un sens toujours plus favorable à l'accueil de l'immigration. Cette Cour de justice de l'Union européenne, il y a une autre cour qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas issue de l'Union européenne, qui est une autre juridiction dont est membre la France, une grande partie d'ailleurs des pays de l'Union européenne, qui sanctionne l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Et de la même manière, ces magistrats, qui n'ont aucune légitimité démocratique, sanctionnent régulièrement les pays qui n'appliquent pas cette convention, mais le problème c'est que ces magistrats en ont une lecture extrêmement idéologique et une fois de plus extrêmement favorable à la question migratoire. Je vous donne un exemple, c'est cette Cour européenne qui a sanctionné la France, mais pas uniquement la France, en lui interdisant d'expulser de son territoire
des terroristes condamnés pour des faits de terrorisme, des terroristes étrangers ou déchus de leur nationalité, au prétexte qu'ils auraient pu subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine. C'est ainsi qu'un franco-algérien déchu de sa nationalité française, condamné pour terrorisme, n'a pas pu être renvoyé en Algérie, car la Cour européenne des droits de l'homme a interdit à la France de le faire, au prétexte qu'il aurait pu subir des traitements inhumains ou dégradants. Cette même Cour européenne des droits de l'homme qui nous interdit, par exemple, de supprimer le regroupement familial. Ou c'est également cette Cour européenne des droits de l'homme qui a permis à des pirates somaliens, souvenez-vous de cette affaire, qui avait été arrêtés par la police française, qui leur a permis d'être indemnisés. Ils ont donc touché les dommages et intérêts payés par l'État au prétexte que la procédure n'avait pas été correctement respectée. Et ce genre d'aberration, c'est tous les jours. Tous les jours. Et évidemment, à force de sanctions, ces magistrats, qui n'ont aucune légitimité démocratique, je le rappelle, finissent par faire céder les États qui, là de se faire condamner, adaptent leur législation au bon vouloir de ces magistrats qui sont, il faut bien le dire, particulièrement idéologues. Voilà simplement pour compléter rapidement. Je remercie encore Gilles de son intervention. Si vous avez des questions, on s'en remet à vous.